Alors bonjour, moi je suis une patiente et je vais venir vous parler de mon vécu du diagnostic, de ma prise en charge et de mon suivi de mon diabète gestationnel. Alors j'ai deux enfants, j'ai deux petits garçons, un qui est né en 2013 et qui est né à 38 semaines, il faisait 4 kilos à la naissance. J'ai eu une tocolyse à 30 semaines pour une menace d'accouchement prématuré. Et finalement, il est arrivé à 38 semaines par voie basse. Il y avait une dystocie des épaules. Et à l'époque, mon test HGPO était négatif. J'avais une glycémie à jeun à 0,88, un H1 à 0,73 et un H2 à 1,13. Et là, pour mon deuxième enfant, en 2017, qui est né à 38 semaines plus 2 jours, il faisait 3,6 kg à la naissance et il est né par césarienne. Et là, j'avais un test GPO positif. J'avais comme facteur de risque une macrosomie. Donc au premier trimestre de ma grossesse, j'ai fait la glycémie à jeun à 12 plus 3 semaines, qui était à la limite. En fait, j'avais fait un anniversaire la veille et du coup, ma gynéco m'a dit, bon, on va recontrôler. Si jamais le prochain contrôle est positif, on pourra vous dire que vous faites le diabète gestationnel. Du coup, j'ai refait une glycémie à jeun de contrôle qui était à 0,89. Du coup, on a attendu pour m'inclure dans le diabète gestationnel. J'ai fait le test HGPO à 25 plus 4 semaines. J'avais une glycémie à jeun à 0,95, une glycémie H1 à 1,50 et une glycémie H2 à 1,49. J'avais fait mon test HGPO le vendredi 15 juillet et j'ai reçu les résultats par texto en fait le lundi. Et j'étais en vacances. On était partis dans le week-end. Du coup, je me suis retrouvée toute seule devant mes résultats de glycémie qui étaient à 0,95. Du coup, j'ai contacté les consultations de gynéco de l'hôpital qui m'ont dit, en fait, il faut venir en hôpital 2 jours. Mais comme j'étais en vacances, je leur ai dit que c'était pas possible de revenir sur Marseille. Et là, en gros, on m'a dit, on peut rien faire pour vous. Du coup, ils m'ont donné un rendez-vous d'endocrinologie en septembre parce qu'il n'y avait pas de place avant. Du coup, moi, j'ai contacté ma sage-femme par téléphone qui m'a dit de débuter le régime diététique, plus de me surveiller les glycémies 3 fois par jour. C'est vrai que quand j'ai reçu les résultats par texto, déjà, je ne m'attendais pas du tout à avoir le diabète gestationnel. J'ai été vraiment seule face aux résultats. Et avec un seuil à 0,95, je me demandais même si c'était vraiment un diabète gesta que je faisais. Du coup, j'ai fait des démarches personnelles pour avoir une conduite à tenir face à mes résultats. C'est moi-même qui ai appelé les consultations, qui ai appelé la sage-femme pour savoir un petit peu ce qu'il fallait faire. Et pendant mes 15 jours de vacances, j'ai fait un peu à tâtons. J'ai recherché sur Internet les équivalences alimentaires, les aliments à index glycémique faible, et j'ai débuté un régime hypoglucidique. C'est vrai que par rapport à ma première grossesse qui s'était pas très bien passée et avec un bébé macrosome, j'avais vraiment peur que mon deuxième soit encore plus gros que mon premier. Du coup, j'ai voulu faire un régime très strict. Quand je suis rentrée de vacances, je me suis dit c'est quand même fou que j'ai rendez-vous en septembre. On était mi-juillet, donc je suis revenue début août. Et du coup, j'ai montré mes glycémies à une amie sage-femme qui m'a dit mais en fait tu peux pas attendre, il faut absolument que tu vois l'endocrino. Pour moi, il faut te mettre sous insuline. Du coup, voilà, par téléphone, j'ai réussi à avancer mon rendez-vous en 11 août. Et devant mon tableau glycémique, on voit que je suis quand même pas mal dans le rouge. C'était mes contrôles de vacances, au fait, ça. D'ailleurs, je les avais pas très bien contrôlés parce que généralement, on aime bien avoir le postprandial et moi, je le faisais vraiment que à jeun. Du coup, on m'a introduit la lévémir le soir et l'endocrino m'a dit qu'il fallait contrôler les glycémies 6 fois par jour.
J'ai vu aussi une diététicienne et on m'a fait l'éducation thérapeutique. On a revu les points de comment se piquer et quelle fréquence. Avec mon endocrino, on a utilisé l'application MyDiaby, qui est une plateforme en fait de suivi télémédical qui est consacrée que au suivi du diabète gestationnel, qui est vraiment super parce qu'on peut avoir notre endocrino, en fait, on peut lui laisser des messages et elle nous répond pas en instantané, mais elle nous répond très rapidement. J'ai vu l'endocrino une fois par semaine. Et elle pouvait voir du coup mes glycémies capillaires et on peut aussi rentrer ce qu'on mange dans cette application. Donc elle voyait aussi mon régime diététique. Et elle pouvait réajuster mes doses d'insuline parce que selon mes glycémies à jeun, on augmentait de 2 unités en 2 unités. Du coup, voilà, ça c'est mon tableau de glycémie via l'application en rentrant de vacances et à l'introduction de la Levemir. Du coup, là, je faisais 66 kilos quand j'ai commencé le régime diététique. J'ai vraiment fait un régime très drastique parce que je voulais vraiment pas que mon bébé soit gros. Du coup, on voit quand même que je suis relativement à moitié dans le jaune. C'est l'endocrino qui peut mettre les seuils en fait. Elle met elle-même les seuils de glycémie. Donc le code couleur, on a vert, jaune, rouge. Et celle qui décide du seuil. Voilà. Ça, c'est un petit peu plus dans l'avancée de mon diabète gestationnel. On m'a introduit l'insuline rapide avant le dîner. Et là, je faisais 65 kilos. Et là, c'était fin août, c'est ça, fin août. On m'a introduit l'insuline rapide avant le déjeuner parce qu'en fait, je faisais tellement bien le régime que j'ai perdu du poids et il y avait vraiment une frustration alimentaire. Du coup, on m'a introduit l'insuline rapide pour que je puisse manger un peu plus en quantité. Pour moi, mon vécu du diabète gestationnel, c'est que j'ai eu beaucoup de rendez-vous, donc il fallait pas mal aller à l'hôpital parce que je voyais l'endocrino, la diététicienne, donc il y avait la contrainte des rendez-vous multiples, la contrainte de la surveillance accrue des glycémies. Du jour au lendemain, on doit se faire 6 dextro par jour, plus trop aller au restaurant. Et du coup, c'est vrai que c'était assez contraignant. Pour le travail aussi, parce que je travaillais toujours. Donc au boulot, il fallait que je pense à mettre mon alarme pour faire mon contrôle de glycémie 2 heures après. J'ai été vraiment frustrée par rapport au régime alimentaire qui pour moi a été drastique parce que je suis plutôt sucrée que salée. J'ai eu une fatigue physique et morale. C'est vrai que j'ai perdu du poids. Au total, j'ai pris que 4 kilos pendant ma grossesse et j'étais vraiment fatiguée. Cette peur aussi que mon bébé soit gros et qui ait une dystocie des épaules, tout ça, ça me tracassait un petit peu. Et on a besoin aussi de la coopération de l'entourage parce que c'est vrai que mon fils qui mangeait des Kinder Surprise devant moi ou mon conjoint qui buvait des boissons sucrées, ça nous donne un peu envie. Là, je vous ai mis pour le suivi de mon enfant. J'ai eu les échographies avec les poids fétals estimés. Donc j'avais fait une première échographie à 12 plus une semaine. J'ai fait une deuxième échographie à 22 plus 1 avec un poids fétal estimé à 500 grammes. Une troisième échographie à 32 plus 1 avec un poids fétal estimé à 1,9 kg. Et on m'a demandé de faire une échographie de croissance parce que nous, on voulait vraiment voir s'il y avait une macrosomie à 34 plus 3 où il y avait un poids fétal estimé à 2,313 kg. Donc mon accouchement, mon deuxième enfant, il est né à 38 plus 2 sur la rupture des poches des os. J'ai eu une césarienne qui a été programmée pour raison maternelle. Le poids de naissance, finalement, il faisait 3,6 kg
la surveillance de glycémie de bébé, il n'a pas eu d'hypoglycémie à la naissance. Et moi, on m'a dit, bon, une fois que vous avez accouché, il n'y a plus besoin de surveillance. Donc, j'ai pas eu de contrôle. On m'a dit, le diabète gestationnel s'arrêtera quand vous accoucherez. Donc, j'ai arrêté les contrôles glycémiques dès que j'ai accouché. On m'a dit qu'il fallait que je refasse un contrôle glycémique 3 mois après l'accouchement. J'ai pas eu de rendez-vous avec un endocrinologue en postpartum. Et je trouve qu'il y a eu quand même une rupture entre les nombreuses consultations en période prénatale et le suivi en postpartum. C'est vrai que j'allais toutes les semaines à l'hôpital et du jour au lendemain, on ne voit plus personne, on a plein de questions et il n'y a personne qui peut nous répondre. Enfin, j'ai les réponses aujourd'hui, du coup. Je me posais la question, en fait, je savais que j'étais à risque plus élevé de développer un diabète de type 2 dans les années à venir. Je ne savais pas quel dépistage il fallait faire. Je sais aussi qu'à la ménopause, on est des personnes plus à risque. Je ne sais pas quel suivi jusqu'à là. Je savais aussi qu'il fallait recontrôler la glycémie à jeun, mais à quelle fréquence? Et ça, c'est toutes des questions que je me posais jusqu'à maintenant. Voilà. Merci Marie, un immense merci pour ce récit historique vraiment précis et chargé d'émotions aussi. Merci beaucoup. On va passer aux questions. Oui, si vous avez donc des questions dans la salle, vous pouvez, il y a les micros qui sont à votre disposition avec les 4 points de micro. Vous pouvez vous diriger vers les micros. Allez-y. Bonjour, merci pour ces présentations et merci à madame pour nous avoir exposé son vécu de diabète gestationnel. J'ai 2 petites questions. Je suis Alexandre Malmartel, je suis chef de clinique à Paris-Descartes. Et vous avez, si je ne me trompe pas, parlé d'une communication au congrès de la SFD il n'y a pas longtemps. Donc vous n'avez pas trop parlé là. Et il y a une autre publication d'Emmanuel Cosson sur 8000 patients de suivi. Ça serait intéressant du coup qu'on ait le suivi de ces 2 cohortes de patients pour l'Assemblée. Et l'autre point que je me demande, c'est si on fait des glycémies à jeun à des hommes avec facteur de risque de 30 ans, est-ce que s'ils sont plus de 0,95 g par litre, on n'a pas un surrisque de diabète aussi qu'il faudrait suivre comme pour les femmes, indépendamment de la grossesse? Merci. Alors, pour le facteur de risque, l'âge, c'est 35 ans. D'accord? Donc 30 ans, il n'y a pas de données dans la... Oui, non, mais c'était 30 ans comme les femmes enceintes. Je veux dire, c'est plus avant 30 ans. Si non. La glycémie est supérieure à 0,90 et pas supérieure à 0,90. 0,90. Oui, comme pour les femmes enceintes, je veux dire, enfin, un seuil plus bas où on voit que quand c'est un peu supérieur, est-ce qu'il n'y aurait pas un surrisque chez les Pour femmes l'instant, on n'a pas de données. La seule valeur glycémique, pour l'instant, c'est 0,92. Alors, c'est déjà compliqué que 0,92, donc je pense qu'on va pas mettre 0,90, d'accord? Un 15, hein. Voilà. Ou non, mais voilà, c'est ça. Après, il suffit au moins un seul facteur de risque. D'accord? Donc, finalement, s'il y a un seul facteur de risque, effectivement, il faut faire le dépistage. D'accord? S'il n'y a aucun facteur de risque, je rappelle qu'il ne faut vraiment pas faire le dépistage, il n'y a pas d'intérêt. D'accord? C'est un peu la question, parce qu'après, souvent, ce sont des patientes qui peuvent avoir 1, 2 ou 3 facteurs de risque. Je crois que ça, c'est quelque chose, après, on n'a pas stratifié en fonction des différents facteurs de risque. Donc, je crois qu'il faut rester clair, 35 ans et 0,92. Est-ce que la réponse vous convient? Oui, merci. Bon. La deuxième question, effectivement, j'ai communiqué à la SFD, alors je ne pouvais pas tout présenter vu le temps qui m'était imparti. On a regardé à Lille, on a 3000 patientes, on a regardé, puisqu'on fait du dépistage sur facteur de risque, on a regardé ceux qu'on a dépistés précocement avant 20 semaines versus ceux qu'on a dépistés après 24 semaines. Et en fait, ce qui s'avère, c'est que notre population qui a été dépistée précocement, mais je rappelle que c'est une population avec facteur de risque, j'ai 75% de ces femmes qui ont un IMC supérieur à 25. Elles ont très souvent des antécédents familiaux de diabète. On a regardé effectivement et on a montré qu'on n'a pas de différence en ce qui concerne la macrosomie, mais que finalement on les a pris en charge comme les autres selon les recommandations. On a moins de dystocie des épaules dans le groupe précoce. Alors Emmanuel Cosson a présenté des données, mais ce qui sont des données également rétrospectives. Il a regardé par rapport à la population qui n'avait pas été dépistée et là il a montré aucune
il a montré aucune différence significative en ce qui concerne DG précoce versus pas de population, mais effectivement sur le plan méthodologie, c'est des données rétrospectives. Et dans le travail d'Emmanuel Cosson, il n'y a eu que 6% de femmes qui ont une insulinothérapie, alors que nous, on est à peu près à 30%. Donc voilà, tant qu'on n'a pas de données prospectives, je pense qu'il faut être prudent. Allez-y. Donc, bonjour, Maëva Gégaud, je suis chef de clinique à Marseille. Et alors, moi, je me questionnais du coup sur cette crainte de finalement ne pas diagnostiquer aussi certaines femmes. Alors, sur deux parties. En particulier, donc quand il n'y a pas de facteur de risque, est-ce qu'on a des données sur la proportion des femmes sans facteur de risque qui développent un diabète gestationnel, et aussi sur la partie, donc sur le choix des seuils qui ont été effectués au niveau de la GPO. Finalement, donc, vous avez parlé par rapport au seuil plus élevé, qu'on avait environ 8% de diabète qu'on aurait méconnu. Mais sur les seuils qu'on a choisis, quel est ce pourcentage-là finalement Alors, on n'a aucune donnée sur les femmes qui n'ont pas de facteur de risque. Parfois, on est interpellé chez une femme qui n'a pas de facteur de risque. Et là, il y a par exemple un hydramnios ou une macrosomie. Ça nous arrive. Hein. C'est relativement rare quand même. Et là, effectivement, on n'est pas sûr. Très souvent, ça ne sert à rien de faire la GPO parce qu'on est avancé dans la grossesse. Chez ces femmes-là, il faut faire tout de suite l'autosurveillance glycémique. Et assez fréquemment, on trouve des femmes qui ont un diabète gestationnel. Mais c'est ponctuel et on n'a pas de données pour dire voilà, combien de femmes n'avaient pas de facteur de risque et combien de diabète gestationnel on a loupé. Ça, pour l'instant, on ne sait pas. Moi, j'ai l'impression qu'on n'en loupe pas beaucoup. Alors après, par rapport au seuil, par rapport à la catégorie de femmes, là non plus, on n'a pas de données, puisque finalement, en France, les nouvelles recommandations ont été très très vite adoptées. Et je veux dire, on n'a pas encore on n'a pas de données, puisque finalement, en Belgique, ils auront ces données parce qu'ils sont en train de faire une étude internationale sur ce point-là, où ils vont comparer par rapport aux différents seuils, 0,95, 1,90, les deux seuils qui avaient été choisis. Donc on aura des données, mais qui sont des données certainement belges. Bonjour, docteur Caroline Bonté, j'exerce en tant que médecin généraliste à Saclay dans le 91. J'avais une question par rapport à juste une petite précision. Quand on dit donc faire un dépistage avec la glycémie à jeun au premier trimestre, est-ce qu'il y a un intérêt à attendre plutôt 10-12 semaines d'aménorrhée, ou est-ce qu'on peut les faire aussi à 6 semaines, 7 semaines, enfin, est-ce qu'il y a des précisions sur à quel terme faire cette glycémie à jeun? Alors ça, c'est une très très bonne question. C'est une très bonne question. Je pense que j'ai pas la réponse, puisqu'on n'a pas regardé les seuils. Nous, on considère que effectivement, on est souvent autour de 10-12 semaines, parce que finalement 6 semaines, d'abord nous on les voit pas, et puis on pense que c'est un petit peu tôt. Alors après, c'est pour ça que ça dépend un peu du facteur de risque. Si votre patiente elle est obèse ou elle est en surpoids, vous pouvez le faire. Hein. Voilà. Mais si elle est, par exemple, elle a 36 ans, vous dites bon, je peux attendre un tout petit peu, quoi. Je pense qu'il y a le bon sens clinique. Et moi, je voudrais juste poser une question à notre patiente, parce que c'est typiquement l'exemple. La question est, entre vos deux glycémies 0,92 et 0,89, avez-vous modifié votre façon de vous alimenter? Non. Parce que ça, c'est vraiment très important, parce qu'on sait très bien qu'il y a un certain nombre de patientes qui vont avoir peur de ce diagnostic de diabète gestationnel et qui vont être restrictives. Et du coup, on a des patientes pour lesquelles elles ont peur de faire ce diabète gestationnel, elles vont être restrictives, la glycémie ne va pas monter. Et ces femmes-là, on les retrouve un peu plus tard parce qu'elles ont une macrosomie. Et ça, c'est vraiment très important en disant il ne faut pas modifier votre alimentation. Parce que dans ce que vous avez dit, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Il n'y a pas de régime et surtout pas hypoglycidique. Parce que quand on est restrictif, effectivement, ce n'est pas non plus très bien. Donc voilà, il faut avoir une alimentation équilibrée, mais qui doit être normoglucidique et non pas hypoglycidique. Ça, c'est vraiment très important. Hein. On repère les femmes qui sont restrictives. D'abord, elles ne prennent pas de poids. Hein. Et puis, on sait très bien que le risque, quand c'est comme ça, c'est effectivement que le bébé il soit un peu trop petit s'il y a une restriction alimentaire. Donc, je pense qu'il faut expliquer à ces femmes qu'il faut avoir une alimentation qui doit être normoglucidique, mais surtout pas hypoglucidique. Et on ne parle surtout pas de régime. Il faut bannir ce mot régime. C'est juste une alimentation équilibrée. Et le message, c'est supprimer les sucres rapides et supprimer les graisses. Parce que quand on regarde un petit peu, et il faut réintroduire des féculents. Et on peut pas, les féculents ne vont pas faire monter la glycémie. Oui. Je suis
vraiment d'accord avec ça, et c'est ce qui fait que... Alors, il y a une époque où je suivais moi-même mes diabètes gestationnels, et du fait de multiples occupations, je suis plus souvent au cabinet, donc maintenant je les envoie chez les endocrinos, et je pense que les diabétos des maternités, et elles reviennent avec des régimes beaucoup plus sévères que ce que nous on faisait, et je suis pas sûr que ça se passe si bien, et c'est pour ça, moi je pense à une en particulier, où la relation mère-enfant est totalement perturbée. Sur le troisième enfant, elle a fait 3 fois un diabète gestationnel. Les 2 premiers, on a géré ça avec une alimentation équilibrée, le maintien d'une activité physique et des glycémies capillaires, mais pas en quantité énorme. On vérifiait qu'on était dans nos objectifs. La dernière fois, elle a été soumise à des choses beaucoup plus sévères. Et c'est son bébé, enfin, il pose toujours des problèmes. Il est collé à elle. Je pense que la relation a été modifiée. C'est pour ça que moi, c'est aussi une des choses que j'aimerais qu'il soit intégré dans les études, parce que je suis persuadé qu'il faut traiter les diabètes gestationnels qui vont avoir des conséquences. Mais je pense qu'on fait du surdiagnostic et puis qu'on n'a pas évalué l'impact sur la qualité de vie des mères et ensuite sur la relation entre le bébé et la Alors, mère. les études qui ont évalué, elles ont montré qu'au début, les mamans, elles étaient un peu plus inquiètes, exactement comme vous dites, surtout pour l'annonce du diagnostic. Mais après, elles sont pas. Toutes les études sur la dépression, sur l'anxiété, ont montré que quand on a bien expliqué aux patientes, après, elles ont bien compris. Et je crois que l'élément le plus important, moi, je dis toujours à mes patients, d'abord, il y a des dogmes. On mange pas comme 2 quand on est enceinte. Voilà, il y a encore des idées un peu comme ça qui sont préconçues. Et il ne faut pas avoir faim, et il ne faut pas être dans la frustration. Et ça, c'est vraiment un élément qui est très important. Et le deuxième message, donc il faut vraiment être normoglucidique, et quitte à mettre des collations, une collation dans le matin ou dans l'après-midi, mais surtout, il ne faut pas avoir faim, parce qu'effectivement, ça va générer des frustrations et c'est difficile à vivre. Et la grossesse, c'est vraiment une période très particulière où il faut être heureux de cette grossesse et non pas se retrouver avec cette frustration. Et le deuxième élément qui marche très très bien, c'est l'activité physique. Là aussi, en dehors des contre-indications obstétricales, on sait très bien que l'activité physique va avoir un vrai impact sur l'équilibre métabolique. Oui, Marie-Hélène Certain, médecin généraliste dans les Yvelines, Collège de la médecine générale. Alors, on défend vraiment beaucoup l'approche centrée patient, dans tout ce qu'on fait dans notre discipline en médecine générale, et notamment dans la période de la maternité, quand on est enceinte. Tout ce que j'entends là depuis tout à l'heure, alors je mets les pieds dans le plat, c'est aussi pour ça qu'on a fait cette session, qu'on a demandé à faire cette session au niveau du congrès. Alors on parle de glycémie, on parle de maladies, de biologie, de tests, de trucs, mais où est la personne qui attend un bébé dans cette histoire-là? Où est la hiérarchisation des priorités? Parce qu'aujourd'hui, on parle de diabète, mais j'entends, l'autre jour, j'étais à quelque chose sur la santé mentale. L'anxiété, la dépression est un élément majeur au cours de la grossesse dans l'établissement de la relation mère-enfant. Et quand j'entends notre patiente qui a témoigné, et merci, tellement porteuse d'émotions, tellement je ne sais plus quoi faire, je suis ballottée à droite, à gauche, on réussit quand même à faire d'un moment qui devrait être bien, qui devrait être heureux, un moment d'anxiété, un moment terrible, quoi. Parce que quand je vous entends parler, franchement, vous avez été paumé, vous avez eu peur, vous n'avez plus rien mangé, vous n'avez plus osé rien faire, et je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'entends bien les études, j'entends bien la macrosomie, j'entends bien les complications, très bien. Mais moi, je suis contente de l'étude de notre collègue et qui est aussi, les médecins généralistes et les professionnels sur le terrain ont aussi du bon sens. Parce qu'entre 0,92 au premier trimestre, même pas un deuxième contrôle, et se trouver tout de suite à nommer une maladie, un diabète gestationnel, alors que peut-être il aurait fallu manger plus équilibré, il aurait fallu bouger, qui est le moment, le traitement du diabète ou la prévention du diabète
qu'on soit enceinte ou pas, même si la grossesse peut favoriser, etc. Donc moi, je m'interroge quand même sur la pertinence de ce qu'on fait, de ce qu'on promeut, et des peurs qu'on donne aux femmes, et à nos filles, et à nos enfants. Alors on dit, bah oui, il faut bien manger, etc. Non, mais n'empêche qu'on a fait tout à l'heure la session sur le mal de dos. Il y a tellement de représentations, il y a tellement d'idées reçues, il y a tellement de peurs que c'est pas si facile d'avoir les messages pédagogiques que vous donnez aujourd'hui. Et que du coup, voilà. Donc moi, ça m'inquiète beaucoup tout ce que j'entends parce que voilà. Moi, je vais rebondir. J'aurais pu vous amener une patiente de Lille qui aurait eu complètement différente. Je pense qu'après, localement, ça dépend des organisations. Nous, une patiente qui a un diabète gestationnel, d'abord, elle reçoit pas le texto, voilà. Elle est vue dans la semaine, elle n'est pas vue toutes les semaines. Enfin, voilà, ça dépend un petit peu. On a une organisation avec une structure diabète et grossesse. On en suit 850 par an. Voilà. Et fortement, il y a beaucoup de patientes chez nous qui ne sont pas inquiètes et qui n'ont pas, qui auraient pu vous apporter un témoignage complètement opposé. Et finalement, on aurait pu le faire. Donc voilà, je pense que ça dépend un peu des organisations locales, ça dépend des structures, ça dépend comment chacun est organisé. Moi, quand un médecin généraliste que je connais, il va suivre sa patiente qui a un diabète gestationnel, moi je suis très contente, j'en ai plus de 850 par an. Donc voilà, donc je pense qu'après, ça dépend un petit peu de chacun en local, comment on est organisé, notamment pour cette partie-là. Je pense qu'il ne faut pas dire, et là je ne suis pas d'accord avec vous, je pense qu'il faut dépister systématiquement, il faut dépister sur facteur de risque, et chez ces femmes-là, on a quand même un intérêt. Le premier traitement, c'est les mesures hygiéno-diététiques et l'activité physique. Et à partir du moment où on est supérieur ou égal à 0,92, il faut poser le diagnostic de diabète gestationnel. Et il faut proposer, c'est un diabète gestationnel, les mesures adéquates qui sont l'alimentation équilibrée et l'activité physique. Alors on peut discuter du nombre d'autosurveillance glycémique, on peut passer de 6 à 4, mais à partir du moment où c'est 0,92, on pose le diagnostic chez des femmes qui ont des facteurs de risque. Est-ce qu'on ne pourrait pas quand même au moins faire 2 glycémies ? Parce que c'est quand même, ça fait un peu coup près. Puis moi, ce qui me gêne, c'est qu'un dépistage soit un moyen de diagnostic. Ça... J'ai du mal, je fais les enseignements dépistage et... Moi, j'ai des exemples ponctuels de patientes que j'ai suivies qui n'ont pas voulu, qui ont eu une glycémie qui était pathologique, que j'ai vue en consultation, pour lequel elles m'ont dit non, je ne veux pas le diagnostic de diabète gestationnel. Elles ont, chez des femmes qui avaient des facteurs de risque, d'accord ? Elles ont voulu faire une deuxième glycémie. Je suis certaine qu'elles ont modifié leur façon de s'alimenter. Elles ont fait une deuxième glycémie à jeun qui était strictement normale, donc pas de prise en charge, et après, on les a retrouvées avec une macrosomie, et vraisemblablement, elles avaient arrêté les modifications, elles avaient arrêté l'alimentation équilibrée, et elles ont eu un diabète gestationnel. Comprenez ce que je veux dire ? Non, mais... Moi, je pense qu'on ne peut pas dire actuellement il faut faire 2 glycémies. Alors, laquelle on va choisir ? Je pense que là, on risque de passer à côté d'un certain nombre de diabètes gestationnels parce que ces femmes-là, quand on les a revues, finalement, la deuxième fois, on leur a dit vous n'avez pas de diabète gestationnel. Elles ont continué une alimentation qui n'était pas équilibrée puisqu'elles n'ont eu aucune prise en charge et on les a retrouvées. Certaines, elles ont eu l'HPO et elles avaient un diabète gestationnel, et certaines, elles n'ont pas eu l'HPO et on avait une macrosomie. Oui, moi ce qui me gêne, c'est le fait que ce soit sur une mesure, et puis alors qu'on n'ait pas non plus défini de façon précise les conditions de réalisation de ces glycémies. Dans le temps, pour les HGPO, on donnait des conditions très précises. On disait aux gens, il ne faut pas modifier votre alimentation, il ne faut pas avoir fumé, il ne faut pas avoir fait... Là, il ne faut pas modifier. Non, on leur dit aux patients, il ne faut pas modifier votre alimentation parce que si elles sont restrictives, votre glycémie, elle va être faussement normale. Et moi, dans mon expérience, les patientes qui n'ont pas voulu être prises en charge, elles ont eu des macrosomes. Donc il y en a parce que finalement, elles se sont dit. Moi, je préfère à la limite une femme qui a des facteurs de risque en disant, je vais personnaliser sa prise en charge, je vais l'éduquer sur le plan nutritionnel, à avoir une alimentation équilibrée, à avoir un peu d'activité physique, plutôt que de la laisser dans la nature. Finalement, après, elles ont toutes pas suivi, elles ont fait, sur le plan nutritionnel, elles ont pris du poids, elles ont fait un diabète gestationnel. Vous
voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Non, mais... Le risque, ça, c'est de passer à côté d'un certain nombre de diagnostics de diabète gestationnel. J'ai une question un peu plus terre à terre que l'intervention de la dame tout à l'heure. Concernant la prise de poids excessive pendant la grossesse, s'il n'y a pas de macrosome et pas d'hydramnios à l'échographie, est-ce qu'il y a un intérêt à chercher un diabète gestationnel ou pas? Uniquement sur le facteur de risque prise de poids, pour l'instant, non. On n'a pas de données dans la littérature. Bonjour, Claire Chauny, médecin à Saint-Denis en centre de santé. Sur notre territoire, on a une double problématique qui est liée à l'organisation de la maternité, qui a demandé un dépistage systématique. Donc nous, on se trouve confrontés, est-ce qu'on fait une glycémie à jeun à toutes les patientes au premier trimestre ou pas? Et cette décision a été prise sur le facteur ethnique notamment. Est-ce que vous pouvez préciser un peu les choses sur cette question-là? Est-ce que la précarité joue aussi? Voilà. Et deuxième question, pour les patientes qui ont un diabète gestationnel bien équilibré sous régime, on a des difficultés à avoir des rendez-vous hospitaliers. Combien de temps on peut les garder en ville? Alors, moi, je suis confronté à des populations de migrants. Je suis dans une banlieue où j'ai plein de migrants. Et moi, j'ai tous les gens qui sont du pourtour méditerranéen et puis des Asiatiques qui ont plus de risques. Donc, je fais pas du systématique, mais je fais du souvent. Je pense qu'effectivement, il y a des populations, à l'époque, on n'avait pas de données. Je pense qu'il y a des endroits où, effectivement, s'il y a une population des Pakistanaises, des Asiatiques, une prévalence importante, ces femmes-là, il faut les dépister. On est d'accord. Ce n'est pas dans les recommandations, mais effectivement, la prévalence, elle est plus importante. Des femmes qui sont d'Arabie Saoudite, de Pakistan, enfin, toute cette population-là. Si elle n'a pas d'autres facteurs de risque, alors souvent, des fois, elles ont un autre facteur de risque parmi ceux qui sont cités, mais celles-là, il y a des endroits où, effectivement, ils font du dépistage systématique sur l'ethnie, et je pense qu'ils ont raison. Mais c'est effectivement pas quelque chose qu'on va généraliser en France. Sur le niveau socio-économique, il n'y a pas de données particulières? Non. Pas de données, mais on sait très bien que la précarité est aussi vraisemblablement un facteur confondant et qu'il y a plus de diabète dans les populations précaires, quoi. La deuxième partie de ma question, c'est est-ce qu'on peut les suivre un petit peu en ville? Combien de temps? Est-ce que c'est raisonnable? Voilà, si elles sont bien équilibrées sous régime. Ah, mais moi, je pense qu'après, moi, la réponse est oui. À partir du moment où vous avez une concertation avec les équipes, je veux dire, moi, je ne peux pas voir les diabètes gestationnels toutes les semaines comme chez vous. C'est impossible. C'est pas possible. Pour cette prise en charge, on n'a eu aucun moyen supplémentaire. On n'a pas eu de poste de PH, on n'a rien eu. Donc, il faut bien se débrouiller. Donc, à partir du moment où il y a une concertation, et je pense que il y a des médecins généralistes qui souhaitent suivre et ils suivent. Et s'ils ont un souci, ils appellent. Enfin, il y a une discussion. Ce qu'il faut regarder, c'est que si les objectifs glycémiques sont atteints, ça c'est vraiment les éléments le plus important. Est-ce qu'on a atteint les objectifs glycémiques? Est-ce que la patiente n'est pas restrictive? Il y a quand même 70% des patientes qui vont rester simplement sous mesure hygiéno-diététique et activité physique. Il y en a à peu près 30 à 35%. Bon, nous, à Lille, on est un peu plus. On est à 40% d'insulinés. Mais à peu près, globalement, 60% vont avoir que les mesures hygiéno-diététiques. Et à partir du moment où vous suivez la croissance fœtale, où vous êtes sûr qu'il n'y a pas de macrosomie, si c'est en concertation avec l'équipe obstétricale, maintenant il y a le dossier obstétrique où que la patiente, elles ont leur dossier, elles ont leur dossier obstétrical avec elles, et je pense que partout c'est comme ça. À partir du moment où il y a une concertation, il n'y a pas de raison que ça puisse pas être fait, quoi. Ségolène Péchelon, moi j'exerce dans le 11e chez une consoeur qui fait de la diabétologie. Et j'ai été moi-même formée en diabétologie et j'ai fait 2 diabètes gestationnels, dont un dépisté à 6 semaines d'aménorrhée, insuliné avant la fin du premier trimestre, sans aucun facteur de risque. Voilà, j'en ai aucun. Donc je fais un peu partie de ces patientes concernées, tout en étant aussi praticienne, parce que j'en ai beaucoup, enfin on en a beaucoup dans notre patientèle. Et je me posais la question, parce qu'effectivement, nous, au cabinet, on fait en général 2 glycémies à jeun. On ne se contente pas que d'une seule.
Et on se dit que si la deuxième est normale, ça va être un signe d'alerte, c'est-à-dire qu'on se met en zone grise en gros. C'est des patientes qu'on va suivre sur le plan obstétrical jusqu'à la fin du deuxième trimestre. Donc on va être attentif, peut-être à cause de notre imprégnation diabétologique au cabinet, je ne sais pas ça, mais à se dire voilà, c'est une patiente, on va quand même vérifier son poids, on va faire très attention aux échos, on va regarder l'index de liquide amniotique, le poids fœtal, comment il évolue, etc. Et avoir la GPO ultra facile. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une zone grise comme ça qui peut être un peu déterminée? C'est-à-dire, j'ai un facteur qui s'allume, j'ai une glycémie limite, une glycémie normalisée avec potentiellement, en effet, des facteurs confondants de modification plus ou moins consciente de la patiente, de sa façon de vivre pour éviter de tomber sous le coup près du diagnostic, en effet. Mais nous, en tant que praticiens, une fois qu'on a noté ça, on ne les perd pas de vue. Et ça, je pense qu'on peut se le permettre, ce genre d'attitude. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est sur le vécu. Effectivement, la situation que vous avez vécue, merci de nous avoir témoigné à ce sujet, et absolument... Enfin voilà, c'est assez terrible. Se retrouver seule avec ce genre de choses, c'est quand même pas facile. Mais je pense que c'est justement l'enjeu d'aujourd'hui, c'est que si on est formé en tant que généraliste, en tant que soin premier, on peut intervenir beaucoup plus facilement dans ce genre de situation. Un généraliste local que vous auriez pu consulter relativement facilement, ou en tout cas plus facilement, pas 3 mois après, est formé, aurait pu vous orienter immédiatement sur la formation à l'autosurveillance glycémique, à éventuellement le fractionnement glucidique et non pas le régime hypoglucidique, etc., etc. Et je pense qu'il y a aussi ce message-là. Je suis aussi enseignante à Paris 5 et je fais les ARP sur la diabéto. Le message aussi de se dire, voilà, généraliste, vous pouvez le faire, ou vous pouvez au moins commencer. Et puis après, effectivement, en fin de grossesse, là, Claire, je réponds à ta question. Moi, je suis en collaboration avec les obstétriciens. Dès qu'il y a le moins de facteurs de risque, hop, on envoie tout de suite, ou on prend un avis. Et puis, 3e trimestre, c'est jamais nous, quoi qu'il arrive. Et souvent, il y a de la surveillance par monitoring fœto-maternel. Donc je crois qu'en fait, il y a ça aussi, c'est se dire la zone grise d'un côté et de l'autre côté, l'accessibilité aux soins par le biais des généralistes, en fait, pour que le vécu soit amélioré, pas simplement par le biais des hôpitaux et des endocrinologues voilà, qui sont en deuxième ligne quand c'est plus compliqué ou que les patients ont plus... je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait améliorer éviter ce genre de drame, en fait, justement. Quand vous dites la zone grise, finalement, votre patiente, vous la prenez déjà en charge. Voilà. Donc, vous avez débuté la prise en charge puisque vous l'avez déjà un peu éduquée à l'alimentation, à l'activité physique. Donc, c'est comme si vous la preniez déjà en charge. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est refaire une glycémie. Pour ceux qui veulent le faire, qui veulent refaire une glycémie et puis finalement laisser les patients dans la nature puisque vous les voyez régulièrement. Donc, pour moi, je considère que vous les prenez en charge, ces femmes-là. Oui, mais c'est vrai que de ne pas soumettre immédiatement les patientes à 6 autosurveillances glycémiques par jour et à un fractionnement glucidique strict, c'est quand même pas tout à fait le même vécu, je trouve. Pour l'avoir vécu aussi dans ma chair, j'en sais quelque chose. Je suis d'accord. Mais ça, après, c'est pour ça que je pose la question, c'est qu'est-ce que c'est valable médicalement, cette attitude? Le problème, c'est que ces dossiers-là, c'est toujours... Bon, vous savez très bien, comme moi, que ça soit... On n'est jamais à l'abri d'une mort in utero. D'accord ? Ça, c'est clair. Non, mais ça, c'est clair. On n'est jamais à l'abri d'une mort in utero. C'est le risque de tout suivi obstétrical. C'est le risque de tout suivi obstétrical. Oui, et qu'on est parfois embêté en se disant, finalement, qu'est-ce qu'on va faire? On les prend en charge, on les prend pas en charge. Et ça, c'est un vrai problème. Après, si vous avez une bonne concertation avec l'équipe obstétricale, si à l'échographie, vous regardez les échographies, après, je pense que c'est... On peut tout faire en pratique, on peut tout faire, mais je pense qu'il faut vraiment ne pas lâcher quand même ces patientes dans la nature et de les retrouver en fin de grossesse avec une macrosomie en disant finalement il y avait une glycémie à jeun qui était élevée et puis c'est pas pareil si vous avez la glycémie à jeun qui est à 0,93 que si vous avez la glycémie à jeun qui va être un 10. Ah oui, ça n'a rien à voir. Attention, là aussi, il y a une gradation en fonction des facteurs de risque et il y a une gradation en fonction des niveaux glycémiques. Voyez, donc je pense qu'après, c'est un peu du bon sens clinique parce que nous, on a l'habitude de les prendre en charge et finalement, quand on les prend en charge, après, on allège l'autosurveillance glycémique. Mais je pense qu'il faut quand même faire la preuve de ces patientes. Elles vont très vite repérer, quand elles ont été au McDo ou au Flunch, elles vont voir leur glycémie.
Elles savent très bien. Et je pense qu'il faut quand même leur apprendre à avoir une alimentation équilibrée et une activité physique, et c'est le début de la prise en charge. Merci beaucoup. Alors, le médecin généraliste, s'il veut intervenir, moi je pense que c'est très très bien. Je pense qu'au contraire, mon regret, moi, a toujours été que finalement, ces femmes qui ont un diabète gestationnel, elles sont prises en charge que par les hospitaliers. Et on voit très bien que c'est pas bien parce qu'il faut vraiment la collaboration. Et vu le nombre qui augmente, on est bien obligé de travailler ensemble. Ça, je pense que ça serait excellent si chacun arrivait à avoir son réseau avec son obstétricien et éventuellement le diabéto, si jamais, les médecins généralistes mettent bien de l'insuline dans le cadre du diabète de type 2. Pourquoi est-ce qu'ils ne mettraient pas dans le diabète gestationnel, sous réserve qu'on commence avec des doses beaucoup plus petites? On ne va pas commencer à 10 unités de Lantus et qu'on va adapter un petit peu en fonction des profils glycémiques. On va prendre les 2 dernières questions. Donc, il me semblait avoir compris qu'en fait, entre un diagnostic précoce au premier trimestre et un diagnostic au deuxième trimestre, il n'y avait pas de différence de complications à terme. En fait, les données rétrospectives montrent qu'on pensait que quand on allait les prendre en charge, on allait réduire les complications materno-fétales. En fait, on ne les réduit pas, elles sont identiques à celles. Mais la question qu'on peut se poser, ces femmes-là, si on ne les avait pas pris en charge, est-ce qu'on aurait eu plus de complications ? Mais alors, je vous rejoins tout à fait. Je ne voudrais pas minimiser le problème du diabète gestationnel. Toutefois, peut-être pour revenir sur les remarques qui ont été faites sur la médicalisation de la grossesse, si vous voulez, quelque part, on peut se dire, s'il n'y a pas une majoration des complications, pourquoi on ne laisserait pas ces patientes, peut-être le temps de leur premier trimestre, avoir une grossesse qui n'est pas pathologique, entre guillemets. Voilà, c'est juste... C'est le PHRC national. C'est-à-dire le PHRC national va être... On prend des femmes qui ont une glycémie supérieure ou égale à 0,92. On les randomise. Un groupe qui va être pris en charge tout de suite, 0,92, donc immédiatement l'autosurveillance, l'activité physique, l'insuline, enfin tout ça. Le deuxième groupe va pas avoir de prise en charge jusque 24 semaines. À 24 semaines, on refera l'HPO. Voilà. Et 2 groupes, soit la femme a fait un diabète gestationnel et elle va être prise en charge, soit la femme ne fait pas de diabète gestationnel et elle ne va pas être prise en charge. C'est la seule façon de démontrer ça. Alors peut-être que les recommandations vont changer dans le sens peut-être souligner quand même que finalement les règles hygiéno-diététiques qui sont promues pour les femmes étiquetées diabète gestationnel en fait sont valables pour toutes les femmes en général et enceintes en particulier, et peut-être ça appuie d'autant plus le fait que se réserver le couperet du diagnostic au premier trimestre pour pas trop pathologiser sans pour autant minimiser la nécessité des règles hygiéno-diététiques peut être peut-être un bon compromis parce que tout le monde a gagné à manger équilibré et faire une activité physique. Donc, voilà, mais pour l'instant, on ne peut pas changer les recommandations. On ne va pas changer les recommandations puisqu'on n'a pas d'études avec niveau de preuve, même sur le plan international. Ils se sont posé la question de refaire APO précoce. Le problème, c'est que APO, l'étude, elle a duré 10 ans, quoi, entre le moment où ils ont fait l'étude et le moment où ça a été publié. Donc, pour l'instant, on n'a pas la réponse. C'est pour ça que le deuxième message, c'est surtout ne le faites pas de façon systématique. Centrez-vous déjà sur les facteurs de risque. Et le deuxième point, centrez-vous sur le postpartum. Parce que là, on n'est vraiment pas bon dans le dépistage après. Merci. On va prendre la dernière question. Merci. Sylvaine Boeuf-Gibaud, je suis médecin généraliste à Vichy et chef de clinique à Clermont. Alors pareil, ça part un peu d'une histoire personnelle. Moi, j'ai eu 2 grossesses sans facteur de risque, glycémie à jeun normal. On m'a prescrit à chaque fois une glycosurie mensuelle. Donc du coup, je me pose l'intérêt de la pertinence et de la place de cet examen complémentaire, sachant qu'en général, la glycosurie est pathologique au-delà de 2 grammes de glycémie. Voilà. Aucun intérêt. Nous aimerions que ce test soit supprimé des prescriptions. Mais là, voilà, on avait déjà essayé. Si on n'a pas la glycosurie, c'est pas pris en charge. Tout à fait. Et je pense que là, c'est complètement débile. Aucun intérêt. De toute façon, tu fais des bandelettes quand elles viennent. Ça n'a aucun intérêt puisqu'il y a un abaissement du seuil rénal pendant la grossesse. Donc moi, je ne les regarde jamais. On aimerait que ça soit supprimé et qu'à la place, on puisse obtenir autre chose. Mais en tout cas, ça ne sert à rien. Merci, c'est ce qui me semblait.
Merci pour ces échanges. Pour conclure, je reviendrai juste sur l'approche centrée patient qui a été citée par Marlène certains. Effectivement, le contraste entre la présentation du professeur Van Berg et le retour d'expérience de Marine, c'est faire venir une patiente pour laquelle tout s'est parfaitement bien passé. Ça n'avait pas non plus un grand intérêt, mais ce qu'on doit tous se souvenir, c'est que prescrire une glycémie à jeun en bas d'une ordonnance au premier trimestre de grossesse d'une patiente, c'est extrêmement facile. Et le piège on peut facilement tomber dans le piège. Et derrière, il faut vraiment avoir conscience de ce que ça engage pour une patiente. Donc prescrire une glycémie à jeun, c'est vraiment anodin pour nous et ça peut être une grossesse de gâcher pour une patiente. Donc voilà, c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Merci de votre attention et bonne soirée à tous.